Quand on se nourrit principalement d'insectes, on est bien obligé de s'adapter d'une manière ou d'une autre à ce régime. Sans compter que ces insectes peuvent nous tuer. La bondrée orientale est prête à relever le défi. Elle se nourrit principalement de larves de guêpes et d'abeilles, ainsi que de miel et de morceaux de nids d'abeilles. Ça ne semble pas trop dangereux, mais les abeilles et les guêpes sont généralement pas enchantées que quelqu'un essaie de dévorer leur progéniture. Alors elles se défendent. Bien sûr, elles visent d'abord la tête et le cou de l'oiseau, et la bondrée orientale a dû trouver comment remédier au problème. Elle s'est fait pousser des écailles. Enfin, c'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Elle a des plumes dures, surtout près du bec, qui font penser à des écailles et lui servent de cotte de maille. Les plumes qui sont près des yeux comportent même de profondes rainures qui assurent une protection efficace contre les piqûres d'insectes. Leur dard ne peut tout simplement pas traverser une telle couche protectrice, et elle est particulièrement épaisse chez les mâles. Aucun autre oiseau ne peut se vanter d'une telle protection. C'est la marque de fabrique de la bondrée orientale. Oh, encore une chose. Sur l'île de Java, les gens croient que les buses orientales volent les rayons de miel des abeilles, puis qu'elles attirent les abeilles furieuses vers les humains afin qu'elles les attaquent à leur place. C'est drôlement malin. Cependant, les études n'ont pas confirmé la véracité de ces histoires. La bondrée orientale s'en sort très bien dans la vie. L'évolution lui a fait cadeau d'une véritable armure. Le pitohui bicolore a eu beaucoup moins de chance. Cet oiseau est petit, il se nourrit principalement de fruits et il peut facilement devenir la proie d'un prédateur. Ça ne paraît pas très juste. C'est pourquoi le pitohui bicolore a décidé de devenir toxique. On ne l'a découvert qu'en 1989. Un jour, l'ornithologue Jack Dumbacher a attrapé un pitohui bicolore dans ses filets et lorsqu'il a essayé de relâcher l'oiseau, celui-ci l'a griffé. Jack a été surpris. Les coupures étaient étonnamment douloureuses. Pour atténuer la douleur, il a porté son doigt coupé à sa bouche. Mais il aurait vraiment pas dû, car sa langue et ses lèvres se sont immédiatement engourdies. Après cet incident, les scientifiques ont découvert que le pitohui bicolore se nourrit de Meliridae, des coléoptères venimeux. En conséquence, il accumule tellement de toxines dans sa peau que si on en donne quelques milligrammes à manger à une souris, ça peut la tuer en quelques minutes. En bref, mieux vaut se tenir à l'écart du pitohui bicolore. Même les indigènes de Nouvelle-Guinée ne mangent du pitohui qu'en dernier recours et seulement après l'avoir soigneusement cuisiné et enlevé la peau. Car dès que cette peau se retrouve dans de l'eau bouillante, elle forme une soupe incroyablement toxique. Des animaux avec une cotte de maille, c'est fait. Des animaux avec une armure empoisonnée, c'est fait. Il existe peut-être aussi des animaux à l'épreuve des balles. Steve a décidé de faire des recherches et vous savez ce qu'il a trouvé? Le tatou, bien sûr. Tout le monde sait que cet animal possède une sorte de carapace osseuse. Elle est constituée d'un ensemble de petits boucliers, sur la tête, sur les épaules, dans la zone pelvienne, pour une protection maximale. Je dirais pas que le tatou est 100% à l'épreuve des balles. Je veux dire, la nature ne l'a pas conçu pour ça. Et pourtant, au Texas, un homme a tiré 3 fois sur un tatou et une balle a ricoché vers le tireur. Il a dû être emmené à l'hôpital. Quant au tatou, il a disparu. Un autre cas similaire s'est produit en Géorgie. Pour une raison quelconque, un homme avait également décidé de tirer sur un tatou, mais la balle a là encore rebondi sur sa carapace et elle a touché la belle-mère du tireur qui se reposait à proximité. Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Mais laissons là les tatous. J'ai quelque chose de plus sérieux pour vous. Des émeus à l'épreuve des balles. Qui eût cru que ces animaux avaient de telles capacités? On a découvert ça à la fin de 1932 lorsque la Grande Guerre des émeus a éclaté en Australie. Ces oiseaux grands et rapides se répandaient rapidement et ils ont commencé à se nourrir des cultures humaines. Ils ravageaient littéralement les récoltes dès qu'elles étaient à maturité. Et les gens se retrouvaient tout simplement sans rien à manger. Est-ce que les émeus en avaient quelque chose à faire? Non. Alors l'Australie leur a déclaré la guerre. Une véritable guerre. Des soldats armés de fusils Lewis et un gros stock de munitions devaient résoudre le problème. Mais les émeus étaient étonnamment résistants aux tirs de mitrailleuses. Dès que les soldats se mettaient à tirer, les oiseaux se dispersaient dans la panique. Il faut savoir qu'ils sont très rapides. Ils peuvent atteindre 48 km/h et leurs plumes épaisses immunisent pratiquement les émeus contre les balles. Il fallait en moyenne 10 balles pour abattre un oiseau. Plus tard, le major Meredith, qui commandait l'offensive, a déclaré, je cite, « Si nous disposions d'une division militaire ayant la même capacité que ces oiseaux à résister aux balles, elle pourrait tenir tête à n'importe quelle armée.
Ils peuvent affronter des mitrailleuses aussi efficacement que des chars d'assaut. Je voulais faire une belle transition ici et vous demander de regarder sous les pattes des émeus blindés pour apercevoir une fourmi coupe-feuille et son impressionnante armure. Mais malheureusement, les émeus et les coupe-feuilles vivent sur des continents différents. Enfin, tant pis, on va quand même parler des fourmis coupe-feuilles. Elles seraient déjà fortes en soi grâce à leur exosquelette, mais apparemment ça ne leur suffit pas. Elles se sont donc recouvertes d'une couche biominérale. Vous avez compris, c'est littéralement des fourmis rocheuses. Leur armure en forme de bouclier est faite de calcite à forte teneur en magnésium que l'on ne trouve habituellement que chez les crabes ou les homards, mais certainement pas chez les insectes. Cette coquille rocheuse est constituée de milliers de petits cristaux en forme de plaques qui renforcent leur exosquelette. Et bien sûr, elles ne se forment pas comme ça. D'après ce que j'ai compris, les fourmis profitent de la présence de bactéries symbiotiques qui les protègent des champignons nuisibles et qui en même temps leur permettent de se constituer progressivement une armure. Cette armure les aide à conserver tous leurs membres intacts lors de combats avec d'autres fourmis. Les scientifiques ont même effectué des tests pour s'en assurer. Avec une armure, tout va bien, sans armure, décapitation. Mais quand on y pense, une armure forgée par des bactéries n'est rien comparé à une armure constituée d'excréments. Certains chrysomèles naissent littéralement dans un cocon constitué des excréments de leur mère. La femelle en enduit soigneusement l'œuf, puis lorsque le jeune coléoptère est éclos, il se déplace en rampant et en traînant son cocon. Il ne sort que la tête et les pattes. Oh, et il y ajoute des excréments au cours de sa croissance, pour que le cocon reste à sa taille. Une telle armure effraie les prédateurs, qui souvent ne s'approchent même pas de la chrysomèle, car ils pensent qu'il s'agit simplement d'un morceau de bouse. Un morceau de bouse qui se déplace, certes. Mais bon, c'est comme ça. On voit tous des choses étonnantes, pas vrai? Mais même les créatures les plus robustes et les plus résistantes n'ont rien à apprendre à cet insecte, surnommé le coléoptère du diable. Il ressemble à un morceau d'asphalte d'environ 2 cm de long, il ne peut pas voler, et il ne présenterait pas un grand intérêt pour les scientifiques si ce coléoptère ne pouvait pas résister à une charge équivalente à environ 39 000 fois son propre poids. C'est comme si on lâchait 25 baleines bleues sur une personne et qu'on la voyait sortir de là-dessous en rampant, s'épousseter et reprendre le cours de sa vie. Ou 40 chars d'assaut M1 Abrams. Ou 280 bus à Impérial. N'importe quelle unité convient pour montrer à quel point ce coléoptère est cool. Il est clair qu'il a besoin d'une telle force pour se protéger des prédateurs. Mais les collectionneurs d'insectes n'apprécient guère sa solidité. Chez les entomologistes, le coléoptère du diable est connu pour sa résistance incroyable. Son armure plie même les épingles en acier utilisées pour maintenir en place les insectes afin de les exposer. Pour percer l'armure de ce coléoptère, il faut un marteau ou une perceuse, et même comme ça demande beaucoup d'efforts. Alors, quand on est un oiseau et qu'on n'a pas les bons outils, eh bien, on doit trouver autre chose à manger. Et maintenant, voici le crustacé Cystosoma. Quoi, vous le voyez pas? Et maintenant? En fait, le seul moyen de voir Cystosoma est d'en prendre une photo ou une vidéo sous un éclairage artificiel. Dans des conditions naturelles, une telle quantité de lumière n'existe tout simplement pas, ce qui signifie qu'on ne peut pas le voir. Ça peut sembler bizarre, mais cette créature se fond littéralement dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle est transparente. Ça semble utile quand on doit se cacher en pleine mer, mais ça ne suffit pas à Cystosoma. Il a franchi une étape de plus et crée sa propre cape d'invisibilité, un revêtement anti-reflet. Et c'est très pratique car les prédateurs des profondeurs sont capables d'éclairer leur proie. Comment éclairer quelque chose qui ne reflète pas la lumière? La structure du corps de Cystosoma est similaire aux ailes des papillons Greta Otto, mais ça ne semble expliquer qu'une partie du phénomène. Les scientifiques n'ont pas encore compris comment Cystosoma est devenu ce qu'il est. Mais c'est pas la seule créature transparente dans l'océan. Les petits de certains poissons n'ont aucune protection. Ils essaient donc de se fondre dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Vous connaissez ce sentiment, celui d'être un enfant tout à fait quelconque, et en grandissant de développer une armure de plaques. Non? Eh bien c'est le cas de l'Arapaima. Quand on habite le fleuve Amazone, il est nécessaire de disposer d'une certaine protection. Ce poisson a littéralement développé une armure. Ses écailles possèdent une couche externe dure et minéralisée qu'il est difficile de percer. Cette couche externe est reliée à la couche interne élastique composée de collagène. Ça signifie que les écailles peuvent se déformer en cas de morsure, mais qu'elles ne se déchirent pas.
ne se casse pas et ne se perfore pas, ce qui protège le poisson contre les blessures. Même si quelque chose attaque l'arapaima et le mord fortement, ça n'aura aucun effet, vraiment aucun. Il s'agit d'une protection tellement complexe et efficace que les scientifiques envisagent de recréer quelque chose de similaire pour développer des gilets pare-balles. Mais les scientifiques ne sont pas au niveau de l'évolution. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, la plus grande menace pour l'arapaima, c'est les loutres géantes, car elles seules parviennent à mordre à travers ce gilet pare-balles. Jusqu'à présent, il est effrayant d'imaginer ce que ces poissons seront devenus dans quelques millions d'années. Franchement, si j'étais une loutre géante, je me ferais du souci. Attendez, je viens de me rendre compte que tous les types d'armures naturelles dont on a parlé aujourd'hui sont apparus en réponse aux prédateurs. Il est temps de vous montrer quelque chose de différent. La protection du bœuf musqué est apparue pour une raison différente. Son ennemi, c'est le gel. Enfin, il a aussi des prédateurs, mais pour ça, le bœuf musqué a des cornes et un crâne très solide. En revanche, son habitat est sacrément froid. Une toundra dénudée avec des vents glaciales et des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius. C'est très froid, extrêmement froid. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, regardez ça. C'est pourquoi tout le corps du bœuf musqué, à l'exception des lèvres et des narines, est recouvert d'une fourrure dense. Cette fourrure est composée de 2 couches, de très longs poils extérieurs et un épais sous-poil 8 fois plus chaud que la laine de mouton. 8 fois! Le vent ne peut absolument pas passer sous sa fourrure. Quant à la forme de son corps, le bœuf musqué est une sorte de tonneau avec de courtes pattes. C'est également nécessaire pour se tenir au chaud. Pour résister au froid, le bœuf musqué évite de trop se déplacer. Et bizarrement, ça fonctionne. À plus.